Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous qui nous écoutez aujourd'hui pour cet épisode sur la location courte durée. J'ai l'occasion aujourd'hui et le plaisir de recevoir Élise Ripoche. Salut Élise. Bonjour, merci beaucoup Julien pour cette invitation. Je suis extrêmement heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, je t'en prie, ça me fait très plaisir. J'avais eu l'occasion d'assister à quelques-unes de tes interventions. Alors quelques-unes, j'exagère un peu, mais à une ou deux interventions durant des séminaires, notamment immobiliers ou des rassemblements immobiliers. Voilà, et j'avais trouvé le sujet du revenu management. Évidemment, on ne trahira pas de secret, tu nous diras après ce que c'est. Mais en tout cas, le sujet du revenu management, je l'avais trouvé très intéressant. Moi qui ai fait de la location et qui fais toujours de la location courte durée sur une partie de mon patrimoine à Toulouse, notamment, et dans le sud du Portugal, je trouvais ça aussi très intéressant, puisque j'ai une approche beaucoup moins professionnelle, même si je pensais qu'elle l'était, tu vois, avant d'écouter aussi tes discours et ta vision sur le revenu management. Donc, ce que je te propose, c'est que tu te présentes un peu aux oreilles de tout le monde, pour ceux qui ne te connaissent pas, puis pour moi aussi, ça pourra me faire une piqûre de rappel sur ton parcours, qui me paraît intéressant aussi, compte tenu du sujet du jour. Écoute, avec grand plaisir. Alors, en quelques mots, j'ai un parcours issu des grands groupes. J'ai passé 10 ans dans les grands groupes, notamment dans ce métier-là du revenu management. Je m'étais spécialisée en école de commerce, et puis après, j'ai évolué vers différents postes. J'ai travaillé dans 4 entreprises différentes, la publicité, l'hôtellerie et tour opérateur, société de village vacances avec Club Med. Mon dernier poste, j'étais en charge de l'équipe Europe Afrique du Club Med, donc avec mon équipe de 15 personnes, on optimisait les 37 villages Europe Afrique du Club Med, ça représentait un portefeuille de 800 millions d'euros. Et après ça, j'ai fait ce qu'on peut appeler une petite crise de la trentaine, qui s'est concrétisée par deux choses: tomber dans la marmite de l'immobilier, quand on a acheté notre résidence principale avec mon mari, me rendre compte que c'était pas une bonne idée de commencer comme ça dans l'immobilier. Et puis me dire bon bah c'est pas grave, on va avoir notre appartement, mais on n'est que deux, il y a 3 chambres, on va mettre 2 des chambres en location saisonnière. Et du coup je me suis rendu compte que tous mes collègues investisseurs immobiliers qui faisaient de la location saisonnière, ils avaient des problèmes de revenu management, en fait les problèmes qu'on résolvait toute la journée chez Club Med, mais qu'il n'y avait pas de source d'information fiable et simple qui explique comment gérer tous ces sujets-là, comment gérer les conditions d'annulation, les frais de ménage, les durées de séjour, tout ça. Et c'est là que l'idée de J'affiche complet a germé, et je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose. Et donc J'affiche complet a été créé en janvier 2019, je l'ai créé en janvier 2019, et aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes. On a différents volets dans l'activité, mais on est les seuls à être une agence de revenu management dans le domaine de la location saisonnière. Voilà. Super, super intéressant. Est-ce que tu peux, pour démarrer cet épisode justement, enfin pour continuer le démarrage, de nous expliquer justement ce qu'est le revenu management et en quoi ça consiste et comment ça peut aider les loueurs en location courte durée? Oui, alors le revenu management, c'est une science, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est hyper technique. C'est la méthodologie qui permet de savoir déterminer notamment son prix pour maximiser son chiffre d'affaires. C'est quelque chose qu'on connaît tous en fait, même si on n'en a jamais entendu parler. C'est quelque chose qu'on connaît tous parce que quand on achète un billet d'avion ou quand on réserve une chambre d'hôtel, on est habitué à ce que les prix fluctuent. Et derrière ça, il y a du revenu management. Alors on entend aussi dans les médias yield management aussi parfois. Dans le métier, c'est un peu considéré comme le vieux mot pour ce métier-là, mais on l'entend encore de la bouche des journalistes. Et donc finalement, ça va être un outil pour augmenter le chiffre d'affaires de son activité en location saisonnière. Et pour être tout à fait concret, pour pouvoir se rendre compte vraiment de quoi il s'agit, les leviers du revenu management, c'est les suivants. C'est les prix, les promotions, les conditions d'annulation, le montant des frais de ménage, les durées de séjour minimum, levier qui fait très peur en général, on pourra en parler peut-être.
les réductions sur la durée de séjour aussi, la moyenne durée, les boosters sur Booking, etc., etc. L'écart de prix entre les plateformes aussi, voilà, toutes ces choses-là, ce sont les outils du revenu management. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est pas les outils du marketing. Parfois, il peut y avoir une méprise par rapport à ça. On me dit, ah oui, mais du coup, comment sont rédigées mes annonces? Comment me booster dans les résultats de recherche, etc. Alors oui, c'est sûr que tout ce qu'on fait en revenu management va concourir, par exemple, à une bonne position dans les résultats de recherche, mais avoir un site direct avec un bon SEO, ça c'est dans la team marketing. Faire une promotion spécialisée sur son site direct pour capter, je sais pas si c'est pertinent, la clientèle affaires, par exemple, ça c'est du revenu management. Très clair, la différence, ok. Tu parlais de plusieurs facteurs du coup qui entraient en compte pour travailler le revenu management, donc plusieurs critères en tout cas sur lesquels travailler et plusieurs curseurs. Donc il y avait le prix, tu parlais des promotions, tu parlais de la durée minimale du séjour et d'autres choses. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui est plus prépondérant que l'autre, qui peut être géré en priorité sur le revenu management et d'autres qui seraient moins importants, ou est-ce qu'ils sont tous à importance égale? Sans vouloir être un peu excessive, mais c'est vrai que, alors ils sont peut-être pas tous d'importance égale, mais c'est possible qu'un petit levier flingue toute la stratégie. Par exemple, Ok. c'est vrai que ce qui est très important de base, c'est vraiment le prix de la nuitée, la stratégie qu'on positionne sur le prix à la nuitée et la stratégie qu'on positionne sur la durée de séjour minimum. Et en fait, par rapport à ça, parfois, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent, écoute, enfin, tu vois bien, là, sur le prix, j'ai tout donné, j'ai baissé hyper bas, et je comprends pas, ça part pas, quoi. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'on a des conditions d'annulation qui sont non annulables, non remboursables 15 jours avant, en fait. Et ça, on est sur un marché, sur certaines villes très concurrentielles, sur lesquelles bah, ça peut faire la différence. Parce que les comportements de réservation ont changé, les gens s'attendent à pouvoir réserver extrêmement tardivement, et donc, à choisir entre une super annonce à un prix abordable qu'on va pouvoir annuler et une super annonce à un prix abordable sur lequel, en fait, faut mettre l'argent sur la table et c'est perdu si on a un imprévu, les gens vont préférer pouvoir annuler. Donc, tu vois, c'est les conditions d'annulation, par exemple, c'est pas le truc qu'on va piloter toutes les semaines, qui va changer constamment, mais c'est quand même le petit grain de sable qui peut faire que ça marche pas si jamais il a été mal pensé. Ouais, c'est tout à fait entendable en fait, hein. Évidemment, quand on se met du côté du client, nous-mêmes, quand on réserve quelque chose, on a envie d'être effectivement plutôt flexible sur notre annulation, plutôt flexible le plus tard possible en fait, hein, dans les aléas de la vie aussi. Donc ouais, ça a carrément du sens. Et effectivement, comme tu dis, c'est pas un truc qu'on va changer tous les jours, c'est un truc qu'on paramètre enfin, de manière assez figée finalement quand tu as fait ton annonce sur les plateformes. Ok. Et donc le revenu management, qu'est-ce qu'on a comme choix aujourd'hui pour régler tout ça? Alors, parce que tu vois, il y a des loueurs en location courte durée qui vont gérer leur annonce eux-mêmes. Bon, quand tu as un bien, 2 biens, tu gères ton annonce peut-être toi-même sur chaque plateforme. Il y en a qui utilisent des channel managers, il y en a qui passent par des sociétés qui sont complètement dédiées, des conciergeries. Tiens, par exemple, si on travaille avec une conciergerie, est-ce qu'on est capable, à leur place, de gérer le revenu management? Est-ce que tu as déjà vu ça? Bon, en général, quand on délègue à une conciergerie, la conciergerie, elle veut prendre en charge la totalité. Mais ça peut arriver que la conciergerie dise, bon, bah écoutez, si vous voulez gérer, je vous laisse gérer, mais mes honoraires seront ceux-là, quoi, tu vois. Tu as des clients, toi, aujourd'hui, qui travaillent avec des conciergeries sur la partie vraiment logistique et terrain, et qui quand même travaillent du coup avec vous sur la partie revenu management? En général, ce que font les clients qui veulent déléguer à une conciergerie, c'est qu'ils délèguent à une conciergerie dont le revenu management est fait par J'affiche complet. Comme ça Ok. leur permet d'avoir d'une pierre deux coups. Ils délèguent et ils savent que le revenu management sera bien pris en charge. Ça veut dire que sur J'affiche complet, vous avez des partenaires, des conciergeries partenaires avec qui vous bossez aussi dans C'est certaines ça. villes et qui peuvent ok, proposer leurs services à des clients, à vous, éventuellement. Ou alors ce sont. Ok, d'accord, je comprends. Des clients qui viendraient vous chercher et qui voudraient une conciergerie pourraient travailler avec les deux. Ok. Exactement. Souvent, j'ai des appels de personnes qui me disent je voudrais une conciergerie j'affiche complet entre guillemets. Ouais. Je veux le service j'affiche complet, mais j'ai un bien. Pour un bien, nous on recommande pas de déléguer le revenu management à j'affiche complet en direct. On recommande plutôt, oui, de déléguer à une conciergerie qui a j'affiche complet dans son service. Ouais. Tu vois, moi, c'est un sujet que j'avais abordé un peu avec Thomas Dardour sur un épisode, hein. Thomas Dardour, je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, mais pour ceux qui veulent le réécouter, on avait parlé d'automatisation des locations courte durée. Euh, tu vois, je pensais, enfin moi j'étais un obsédé très clairement du taux d'occupation.
tu vois? C'est-à-dire que quand j'ai démarré en location courte durée, ça devait être, fin 2018, début 2019, hem, je me suis dit donc on avait une conciergerie, on faisait gérer nos biens par une conciergerie et si tu veux, je l'ai trouvé, pas suffisamment bon sur, les dents creuses un peu, tu vois? Tous les trous, et cetera, Ouais. tout ce qu'il y avait, voilà et je me disais: «Putain, c'est con, on perd du business», et puis en plus, en termes d'ego, tu vois? Je trouvais ça un peu, pas cool, tu vois? D'avoir des trous comme ça et j'étais là: «Mais l'objectif, ça doit être 100 et donc j'ai challengé vachement sur l'objectif, c'est 100 de taux d'occupation et donc j'avais récupéré la main, enfin, j'avais conservé la main sur toute la partie pricing et du coup, la gestion du calendrier, tu vois? Et donc, sauf qu'il voulait pas trop gérer de une nuit, donc c'était un peu compliqué parce que souvent, quand tu as des trous, c'est du une nuit. Ouais. Hem Et moi, j'étais un obsédé de ça et pour en avoir discuté avec, Thomas, tu vois, il me disait: «Mais en fait, le sujet, c'est pas vraiment le taux d'occupation, c'est aussi, maximiser ton prix à la nuit et des fois, vaut mieux louer un peu moins, et louer un peu plus cher que louer, toutes les nuits à des prix au rabais, juste pour remplir, quoi». Voilà. C'est quoi ton avis là-dessus? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thomas. Vraiment, on a exactement la même posture chez J'affiche complet. En fait, sur ça, c'est assez contre-intuitif, mais parfois, augmenter le prix moyen, parfois même fortement, peut générer un remplissage légèrement plus bas. Parce que pour des prix moyens plus hauts, bah, il y a peut-être un peu moins de demande. Mais en fait, on vend tellement plus à la nuitée que finalement, bah, à la fin du mois, le propriétaire, il met beaucoup plus dans sa poche, quoi. Et donc, c'est une équation intéressante. Donc, c'est vrai que chez J'affiche complet, on n'a pas de target de remplissage, on a une target de croissance de revenus. Et c'est vraiment ça, la l'ambition et ce qu'on mesure. Alors évidemment, on mesure quand même le remplissage, on mesure quand même le prix moyen, mais in fine, notre objectif, c'est d'aller chercher plus d'argent à la fin du mois. Est-ce que ça se fait par un prix moyen plus haut, peut-être un peu moins de remplissage, ou un remplissage plus haut et avec un prix moyen peut-être un peu plus bas? Il faut qu'à la fin, il y ait plus d'argent dans la poche du propriétaire. Bon, effectivement, ça semble logique, de piloter, comme une société, hein, pilote son chiffre d'affaires effectivement et sa rentabilité. Donc effectivement, le but, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires, quel que soit finalement le modèle derrière. Mais, en plus, ça coule de source que si tu fais plus de nuits, tu as plus de coûts, plus de rotation de linge, plus de coûts de ménage finalement et ton prix ménage à la nuit, va augmenter, enfin ton ratio de ménage va augmenter et cetera et puis en plus ton bien va s'user plus vite finalement parce que plus tu loues, plus ça s'use, plus les accessoires s'usent, plus il y a des risques de casse, de dégradation et cetera donc effectivement, ça semble logique. Mais comme tu dis, c'est contre-intuitif au départ. Te dire, c'est pas normal que. Parce que on lit partout, tu vois, le taux d'occupation, le taux d'occupation. D'ailleurs, même dans l'hôtellerie, pour toi qui viens de l'hôtellerie, c'est important aussi le taux d'occupation, tu vois, c'est quand même un indicateur qui est assez regardé. Mm. Mais malgré tout, quand tu fais les calculs, ouais, c'est assez évident que on peut pas juste se contenter d'un bon taux d'occupation et de lésiner le reste, quoi. Et par rapport à ça, tu vois, c'est même souvent un indicateur qu'il y a un problème. Parce que j'ai des gens parfois qui me disent, ben, dans les événements ou parce que les gens qui nous appellent chez J'affiche complet, en général, ils sentent ils en ont encore sous le pied, ils ont encore de l'argent à aller chercher. Mais dans les événements, quand je discute avec des personnes que je rencontre comme ça, il y a souvent des personnes qui me disent, non, mais moi, je suis très bon. Je suis très bon parce que je suis souvent à 100%, quasiment toute l'année au-dessus de 90-95% de remplissage. Donc, moi, ça va nickel, quoi. Je suis très fort sur cet aspect-là. Alors, c'est possible. Dans ces cas-là, je demande à la personne, ah ben super, vous êtes formé en revenu management ou vous avez déjà bossé dans ce métier-là, etc. Si la personne me répond non, il est plus probable que en fait on soit pas assez cher. Et souvent, c'est un signal que en fait il y a quand même encore de l'argent à aller chercher. Alors c'est un signal caché parce que du coup, c'est vrai que visuellement notre calendrier il est plein, donc on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut être aussi une opportunité d'aller chercher plus d'argent. Est-ce que tu as t'as justement des tips pour aller chercher plus d'argent, tu vois? Dans tous ces critères relatifs au revenu management, heu, est-ce que tu peux nous donner quelques indications, on va dire d'une bonne méthode de gestion de revenu management en location courte durée? Ouais, alors dans les tips qui peuvent aider, la première chose, bah, peut-être on peut reparler des durées de séjour minimum. Ouais. Souvent, c'est le levier qui fait le plus peur, j'ai remarqué. Les durées de séjour minimum, on se dit, bon, j'ai pas forcément envie de remplir qu'avec du une nuit, ça va me créer un gruyère un peu partout, ça va probablement pas être optimal.
3 nuits minimum, ça me semble beaucoup, donc on a tendance à se dire, je me mets en 2 nuits minimum toute l'année, ça me semble raisonnable, et puis après, bah, je fais cette stratégie de boucher les trous quand j'ai des trous. Le truc, c'est que sur les périodes de forte demande, il y a fort à parier qu'on puisse être un peu plus exigeant. Et je précise bien que c'est sur les périodes de forte demande, parce que, pareil, il faut pas tomber dans un excès où en fait on met du 3 nuits minimum ou du 4 nuits minimum sur un mois de janvier qui est souvent assez faible sur pas mal de zones de France. Donc c'est plutôt sur les périodes de forte demande, voire très forte demande, on va aller être plus ambitieux, filtrer et imposer des durées de séjour plus longues, donc ça peut être 3 nuits minimum, 4 nuits minimum. Sur certaines zones de France, que ce soit montagne ou mer, on peut même aller jusqu'à du 7 nuits minimum imposé en samedi-samedi. Ça, c'est vraiment le niveau d'exigence ultime. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de mieux remplir. Et là, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils vont se dire, ça va pas très fort dans la tête d'Élise. Elle va refuser des demandes et on va mieux remplir. Il y a un problème dans son équation, là. Et en fait, si, puisque, comme on sait qu'il y a beaucoup de demandes, c'est comme si on allait filtrer la crème de la crème. C'est-à-dire que on va ne prendre que les séjours les plus longs et garder nos nuitées disponibles pour des longs séjours. C'est vraiment un aspect qui va être aidant pour favoriser un remplissage de 100%. Pourquoi? Parce qu'on réduit le risque d'avoir des trous dans le calendrier. Donc plus on a des longs séjours en période de forte demande, donc quand il y a le potentiel, plus on a de chances de faire un 100%, parce qu'on a moins de gruyère dans le calendrier. D'ailleurs, quand on parle de location courte durée et de location saisonnière, tu vois, je fais un peu la différence. Location saisonnière, souvent, c'est quelque chose que tu vois effectivement dans les villes balnéaires, les villes côtières, etc., où il y a vraiment, ou alors dans les stations de ski et autres. Effectivement, là, souvent, tu te rends compte que les périodes sont assez figées. C'est du samedi au samedi, comme tu dis. Typiquement, c'est ce que font la plupart des gîtes ou des chambres d'hôtes aussi des fois sur quand tu veux louer un bungalow, quand tu veux louer des choses comme ça, effectivement tu es sur une semaine complète et ça a du sens. Nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs au Portugal, tu vois, on le fait sur les 4 gros mois de la saison, on fait à la semaine. Et par contre quand on voit que last minute il nous reste quelques semaines de libre, et si elles sont pas réservées, effectivement on ouvre et là on fait du 2 ou 3 nuits minimum pour aller combler ces trous là. Mais ça a plus de sens de faire à la semaine, d'autant que tes coûts sont vachement plus lissés en fait. Comme je disais tout à l'heure, les coûts de ménage, les coûts de linge. Bon, même si le mec il reste un mois, il faut quand même aller lui faire un peu le ménage et changer le linge. Enfin, il vaut mieux quoi. mais, mais ok. Est-ce que tu constates, ça me fait penser au délai de réservation avant occupation, est-ce que tu constates euh, que les Français sont un peu last minute sur les réservations? Parce que moi, je trouve que c'est un truc qui fait flipper quand tu fais la location courte durée. Tu vois, je le dis à mes clients qui veulent se lancer sur la location courte durée, je leur dis souvent attention, bon, déjà, c'est pas l'Eldorado, hein, parce que quand vous déléguez tout à une conciergerie, etc., et que vous avez tout mis en place, c'est pas non plus l'Eldorado. Si vous vous en occupez vous-même et que vous faites les ménages, peut-être que oui. Enfin, c'est pas l'Eldorado partout en tout cas. Mais, et puis en plus, c'est très stressant en termes d'occupation, je trouve. Parce que ce que je constate, moi, depuis quand même 3-4 ans, c'est que les gens réservent à la dernière minute. Est-ce que c'est ce que toi, tu constates aussi au national? Oui, oui, exactement. À part des zones très spécifiques, tu vois, les zones de vacances scolaires à Disney, Corse, mer, montagne et tout ça, mais sinon oui, c'est quand même très très last minute. Et même sur ça, d'ailleurs, on est beaucoup plus last minute que ce qu'on pouvait avoir avant. Tu vois, des zones comme la Corse qui avant se réservaient un an à l'avance, etc. C'est plus du tout d'actualité, c'est plus une vérité générale en tout cas comme on pouvait avoir il y a quelques années. Donc c'est très 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 vrai. On a eu une accentuation de cette tendance drastique à la pandémie, parce qu'évidemment, tous les gens qui voyageaient voulaient surtout être en capacité de pouvoir annuler jusqu'à la dernière Ah minute, oui. parce qu'il y avait une Mm. incertitude de même juste moi-même, est-ce que je vais avoir le Covid et est-ce que je vais pouvoir bouger? Donc ça s'est vraiment accentué. Après, si on regarde vraiment à l'échelle de tendances nationales, mais purement statistiques, ce que disent les experts là sur ce début d'année, c'est que on serait peut-être sur une tendance de rehaussement de ces durées de séjour. Donc après avoir vraiment une dégradation depuis de nombreux mois voire années de ça, c'est-à-dire des gens qui sont de plus en plus last minute, on est peut-être en train d'avoir un démarrage de rebond avec une légère réamélioration de ce sujet-là. Mais pour l'instant, on est vraiment sur des stats et on peut pas parler d'un truc qui a drastiquement changé, quoi.
OK. Bon, ça me rassure sur la constatation qu'on faisait, en tout cas, nous, sur notre marché en local. Et en parlant de marché local, tu vois, moi, je connais pas bien le marché de la location courte durée au national, forcément, mais toi, j'imagine que oui, puisque vous avez des clients partout en France, peut-être même à l'étranger aussi. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des villes qui se démarquent ou des régions qui se démarquent en particulier, ou des évolutions que tu as vues, tu vois, une tendance un peu migratoire, justement, de clientèle soit business, soit loisir, parce que c'est quand même 2 clientèles, 2 types de clientèle différentes? Tu veux dire des tendances pour les voyageurs ou des tendances pour les investisseurs? Voyageurs qui, à mon sens d'ailleurs, est l'indicateur principal pour les investisseurs. C'est plutôt, voilà. Mais peut-être aussi, effectivement, pour les investisseurs, qui peut-être parient sur une ville où, tu vois, alors que la tendance n'est pas forcément haussière pour le moment, quoi. Ouais. Bah, sur la partie des voyageurs, j'ai pas observé de changement de comportement de la clientèle en termes de volumétrie, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, si à la limite le changement de comportement qu'on a eu, c'est le gros coup de cœur des Français pendant la pandémie sur la location saisonnière. C'est-à-dire que il y a eu ce rebond et on pensait d'ailleurs que les municipalités allaient justement euh, nous voir un peu plus comme des héros que comme des héros dans certaines municipalités, tu vois, parce qu'on a clairement été des acteurs de poids pendant la pandémie. Personne n'avait envie de croiser d'autres personnes dans des lobbies d'hôtels. Tout le monde avait envie, surtout, d'avoir une arrivée autonome et d'avoir personne qui vienne te tousser dessus en plein cœur de la pandémie. Donc, il y a quand même eu ça, c'est un regain très fort sur la location saisonnière. Moi, je suivais les statistiques d'Atout France, c'est l'entité de statistiques en France du tourisme. Et en fait, quand l'hôtellerie était en chute libre, nous, on arrivait à avoir des croissances, hein, même pendant la pandémie. Donc, c'était quand même assez fou comme données. Bon, malheureusement, les municipalités nous ont pas si fort que ça gardé dans leur cœur, même après ça. Mais sur la partie investissement immobilier, moi, ce que j'observe, c'est que justement lié à ce sujet-là, les investissements, ils se font et ils sont pertinents sur des villes de plus petite taille maintenant, voire très petites. Et ça, c'est une vraie tendance. On observe sur certaines agglos une saturation de la location saisonnière. Ça reste quand même assez sporadique en France, mais ça fait aussi partie des quelques tendances qu'on peut voir. Voilà. Donc, si on est sur ce sujet de la petite ville, justement, euh, on pourrait croire aussi, hein, tu vois, sans trop s'intéresser au marché de la location saisonnière, au départ, on pourrait croire qu'effectivement, ça ne fonctionne pas dans les petites villes. C'est-à-dire que, bon, tu te dis, OK, une ville qui amène du flux naturellement, et business, et loisirs, bon, une ville côtière, on n'en parle pas, je pense que tout le monde est conscient que la location saisonnière sur une ville balnéaire, il n'y a pas de sujet. Sur une station balnéaire, il n'y a pas de sujet. Mais on pourrait se dire qu'effectivement, dans une ville de 10 000 habitants, dans un département qui n'est pas du tout côtier, tu vois, au centre de la France ou autre, ça pourrait ne pas du tout marcher. Et en fait, tu as l'air de dire que oui, de plus en plus, et que les gens finalement vont de plus en plus à la campagne, entre guillemets, hein. Il y a ce flux, enfin, c'est vraiment quelque chose que tu constates. C'est dur de faire des vérités générales, tu vois, de dire Mm. investissez tous dans des villes de 10 000 habitants, ça va cartonner. Je pense qu'il faut faire l'étude, mais en tout cas, c'est plus l'investissement en location saisonnière. Pour moi, ne se limite pas à investir à Nantes, Lyon, Marseille, tu vois. Mm. C'est pas du tout vrai ça. Donc il y a de la place partout pour la location saisonnière. Après, Exactement. évidemment, Ouais. il faut le faire intelligemment. On n'est pas en train de dire il faut acheter partout et faites une location saisonnière partout en France. Mais effectivement, le potentiel est là, ok, et pas que dans les grandes villes. Est-ce que justement, tu as quand même quelques... Tu parlais, tu vois, de villes où tu vois que le marché est à saturation. Tu as un exemple concret de 3 villes où justement le marché commence à être un peu saturé par la concurrence, notamment? Alors ça, je donne pas de nom de ville. Ouais, Souvent, quand je sous-entends ça, même sur les vidéos YouTube, j'affiche complet. On me ouais, demande toujours des exemples. Je donne pas de nom de ville. Pourquoi? Parce que de la même façon, je pense qu'il faut pas donner de nom de ville sur lesquels il faut investir. Les marchés sont mouvants en fait. Donc là, même les quelques villes auxquelles je pense, peut-être que en fait dans un an et demi, tout le monde se sera découragé, donc ça va réduire la demande et ce sera de nouveau des villes dans lesquelles il faut investir. Donc je préfère pas partager des informations qui sont fluctuantes en fait sur ça, pour ok. pas stigmatiser ni dans un sens ni dans l'autre.
Ça a du sens, pas de souci. Est-ce que, on peut revenir sur le sujet, des municipalités? Tu en as parlé à 2 reprises et ça peut Ouais, m'intéresser de savoir un petit peu plus quel est ton avis là-dessus sur, l'évolution justement de la réglementation par rapport aux lois de compensation qui sont mises en place de plus en plus dans les grandes villes. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux un peu de ce qui se passe justement? Alors là, peut-être qu'on peut prendre des exemples de villes, concrètes pour le coup. Tu vois, les premières villes qui ont mis ça en place. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de vraiment, se propager à d'autres villes qui sont beaucoup plus petites aussi, puisqu'on avait des critères, hein, quand même de taille de ville et tout ça, à la base, notamment ouais. sur la déclaration et des changements d'usage. Est-ce que tu peux nous faire un peu un topo sur tout ça là, sur toute cette réglementation, autour de la location courte durée en France? Alors oui, alors en gros, concrètement, souvent, les municipalités vont bloquer l'arrivée trop importante de locations saisonnières par un lot de règles. Donc ça peut être en effet, comme tu dis, cadrer les autorisations pour changement d'usage, imposer le changement d'usage. Le pire en la matière, on le connaît tous, hein, c'est la ville de Paris. La ville de Paris, non seulement elle demande un changement d'usage, mais elle le demande avec une surface de compensation. Ça veut dire que pour les personnes qui auraient jamais entendu parler d'un délire comme ça, c'est qu'en gros, si on achète un bien à usage d'habitation, qu'on veut le transformer en usage commercial, il faut aussi acheter un bien à usage commercial et le transformer en usage d'habitation. Donc c'est vraiment du délire. Et une fois qu'on a, de façon hypothétique, obtenu ce changement d'usage, après ça, il faut obtenir l'autorisation de l'exploiter en hébergement de tourisme. Je crois je sais plus comment ils appellent ça exactement, usage hôtelier meublé, enfin un truc comme ça. Et donc, en fait, il y a toute une série de validations où on s'assure bien qu'à toutes les étapes du process, on va pouvoir vous dire non, parce que clairement, ils veulent pas de nouveau Airbnb. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Donc, il peut y avoir ce type de règles. Il peut y avoir tout simplement des agglomérations, je pense à Marseille ou à Nantes, qui vont maintenir le nombre par personne. Ils vont dire, bah, c'est OK d'avoir une location courte durée, mais ça va être seulement une par investisseur immobilier. Donc ça, c'est aussi des contraintes qui sont assez importantes. Et puis on peut avoir, à Marseille, ils ont associé ça également avec une durée d'exploitation. C'est OK pour un certain nombre par investisseur et c'est maximum 8 mois par an. Ah Donc ouais, OK. voilà. Après, il y a évidemment des niveaux de... Si on demande à un Marseillais, il va nous dire «Oh, ça va, c'est récent. Et peut-être qu'en ce moment, l'application est pas encore tout de suite très fort dans les mœurs. Mais à un moment donné, il faut prendre connaissance quand même de ces règles-là parce que les règles vont finir par être appliquées. À Paris, ça avait mis du temps, mais il y a des contrôles aujourd'hui, donc ça fait partie des sujets qui sont vraiment importants. Et pour moi, moi-même, je suis investisseur immobilier et en fait, la meilleure façon de contourner ça, c'est d'investir dans des agglos qui sont de plus petite taille en fait, qui ont pas et qui très probablement n'auront pas de sitôt ce besoin et cette urgence à contenir en fait le nombre de locations saisonnières. Ce qui fait effectivement le lien avec, ce qu'on disait tout à l'heure sur, les villes plus petites, hein, et donc sur, où les investisseurs quittent un peu les gros marchés. Ouais. Parce que ouais, parce qu'en matière de business, tu le prévois toi dans les années à venir justement? Est-ce que tu penses que les investisseurs vont quand même lâcher de plus en plus la location courte durée? Ou est-ce que justement ils vont le faire dans ces villes-là, mais ces villes-là peut-être qu'au bout d'un moment aussi, tu vois, elles mettront des barrières? C'est quoi ton avis là-dessus? Même si évidemment on est Mm. ni toi ni moi ne sommes devins, mais au moins avoir, tu vois, ton sentiment? Moi, je pense pas à un relâchement de l'engagement sur la location saisonnière, parce que ça reste un mode d'exploitation qui est quand même super rentable. Et en fait, on est en train de fonder une profession, quoi. C'est vraiment, on est un acteur du marché qui a vraiment sa place. Si on pense location saisonnière de façon générale, il y a vraiment une place à prendre. Et si ça cartonne, c'est parce que les voyageurs sont là. C'est ça aussi le truc, c'est que Mmh c'est un mh. peu comme quand on critique. Moi, quand j'étais petite, tout le monde diabolisait McDonald's. Aujourd'hui, tout le monde diabolise Amazon. Mais enfin, pourquoi ça cartonne ces marques-là? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui achètent. Il y a plein de gens qui vont chez McDo. Il y a plein de gens qui achètent sur Amazon. La location saisonnière, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça cartonne et beaucoup d'investisseurs s'orientent sur ça parce qu'on a plein de voyageurs, en fait, et parce que les gens veulent ce service-là. Ils veulent cette façon de voyager, ils veulent une cuisine, ils veulent pouvoir télétravailler, ils veulent pouvoir faire un séjour un peu hybride où t'emmènes les enfants, tu télétravailles un peu et puis après tu vas à la plage. C'est ça la nouvelle façon de voyager. C'est un peu ce qu'a défendu Airbnb à la sortie de la pandémie. Donc moi, je pense que tant qu'il y a de la demande, en fait, on aura aussi, nous, en tant qu'investisseurs, envie d'y aller.
Après, il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont créatifs et ça fera partie, à mon avis, des tendances de demain. C'est que sur toutes ces agglomérations sur lesquelles on a des contraintes, par exemple à Paris, nous on a de plus en plus de personnes qui nous délèguent des gros portefeuilles parisiens qu'ils exploitent en bail mobilité, par exemple. Donc ils ont pas forcément les autorisations pour faire de la courderie, donc ils respectent la loi, ils vont pas faire des séjours de 3-4 nuits, mais par contre, ils vont accueillir en bail mobilité des personnes pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce qui permet d'avoir une rentabilité supérieure à de la location meublée classique, même en colocation, parce que c'est plus cher en séjour moyen, comme ça. C'est moins rentable que la courte durée, mais ça reste une très bonne option quand même, tu vois. Ouais, moyenne durée, intéressant. Ouais, On est un peu entre les deux, effectivement, ouais. avec une certaine liquidité sur la jouissance du bien, parce que finalement, Aussi, tu peux récupérer ton bien aussi. C'est ouais, l'avantage de la courte durée, hein, souvent pour les investisseurs, c'est d'avoir un bien qui est liquide, qui est disponible tout de suite. Vu comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, les réservations sont très dernière minute. C'est très rare, à moins d'être dans des villes, comme on l'a dit, de vacances, d'avoir des réservations à 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance. Donc ça permet aussi de vendre son bien très très vite. On connaît tous la contrainte de vendre un bien avec un locataire à l'intérieur, surtout si c'est en location nue, avec un bail loi 89, etc. ouais, Donc effectivement, location courte durée a aussi cet avantage-là, ou moyenne durée, puisque le bail mobilité permet cette flexibilité-là aussi aux investisseurs. ouais. Ok, très chouette. On va revenir un peu sur le revenu management, puisque c'est le sujet qui t'anime chaque jour avec ton équipe. Donc déjà 12 salariés, bon, c'est quand même pas mal, hein. Enfin, une équipe de 12 personnes, c'est quand même pas mal. Donc bravo pour ça, parce que tu vois, monter une boîte en 2019 sur un sujet qui est quand même très précis, hein, c'est quand même c'est un sujet de niche, tu vois. Je Mm. trouve que c'est une belle réussite. Donc bravo, vraiment, c'est très Merci. chouette. Et donc aujourd'hui, c'est quoi la typologie de clients que vous accompagnez principalement chez J'affiche Complet? J'imagine qu'il y a de tout, mais tu dois avoir quand même un 80-20. Oui, alors on accompagne d'abord par de la formation les gîtes maisons d'hôtes investisseurs immobiliers, donc pour toutes les Ok. personnes qui ont moins de 5 biens. Et puis après, de 5 à 150 biens, on va plutôt accompagner les conciergeries, sous-loueurs professionnels ou agences immobilières. Et là, ça va être plutôt pour déléguer cette partie-là. Donc là, c'est vous qui vous chargez, vous prenez la main sur le calendrier, le pricing, et c'est vous C'est ça. qui vous chargez de tout ça. Ok. Et c'est un travail manuel qui est fait ou vous avez développé des algorithmes qui vous permettent de le faire? Non, alors nous, on a le métier, donc on défend le fait qu'on fait la même qualité de revenu management que ce qu'on peut trouver dans un établissement hôtelier. En hôtellerie, on a des revenus managers qui déterminent les prix, qui mettent en place les systèmes d'optimisation. Nous, on fait de la même façon. Ok. Ok, Ouais. très clair. Euh, Tu organises dans un peu plus d'un mois, le 3 juin, si je dis pas de bêtises, euh, les rendez-vous ou le rendez-vous, la location Le saisonnière. rendez-vous, Le c'est ça. rendez-vous. Le C'est le rendez-vous rendez-vous le national de 3 la juin. location Ouais. saisonnière. Ouais. Sur Paris, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet événement? Ouais, bah, je te remercie. C'est un projet qui me tient vraiment très très fort à cœur. Le rendez-vous national de la location saisonnière, c'est venu d'un constat que aujourd'hui, sur le domaine de la location saisonnière, on est très nombreux, mais on est un peu dans des familles différentes. Il va y avoir les investisseurs immobiliers d'un côté, les conciergeries de l'autre, les sous-loueurs dans un autre écosystème, les agences immobilières, n'en parlons pas, elles sont un peu fâchées avec les conciergeries. On a les gîtes et les maisons d'hôtes aussi dans leur écosystème, sauf que à la fin de la journée, on a tous les mêmes enjeux de réglementation, on en a parlé, de fiscalité, de serrures connectées, de channel manager, etc. quoi. Et ce que je ressentais aussi de la communauté J'affiche complet, des clients avec qui on travaille au quotidien, c'est que on a un besoin d'avoir des informations très avancées, d'avoir accès à des informations professionnelles sur notre domaine d'activité qui sont pas faciles à trouver sur Internet parce que clairement, les dernières tendances qu'Airbnb identifie sur sa plateforme, ils vont pas faire un communiqué de presse pour ça en fait. Ils le partagent entre eux ou ils le partagent dans des événements B2B comme cela, mais c'est tout en fait. Et nous, on n'a pas ce rendez-vous de la profession alors que nos amis hôteliers, par exemple, ils vont avoir des événements comme le Food Hotel Tech ou des événements comme ça. En location saisonnière, on n'avait pas ça, en fait. Ça nous manquait. Donc, c'est ça la vocation de l'événement, c'est de réunir la profession, de parler des vrais problèmes et des bonnes solutions pour les enjeux en tant que loueur saisonnier ou gestionnaire d'hébergement saisonnier en 2023. Donc c'est le 3 juin, toute la journée. C'est ça.
C'est ça. Et il y aura des conférences, des exposants. Exactement. Donc ça va être un événement salon-conférence. Donc il y a un programme de conférences toute la journée. On a plus d'une vingtaine de conférences qui sont faites par des grands noms qu'on connaît tous. Donc par exemple Airbnb, Booking, Abritel. On va avoir aussi RDNA. On a des sociétés même sur la comptabilité, sur la décoration. L'idée c'est vraiment de pouvoir récolter un maximum d'informations pour pouvoir avoir toutes les billes pour atteindre nos objectifs en 2023 en location saisonnière. Mais il y a aussi un espace exposant, donc avec presque une quarantaine de marques qui seront présentes, où vous pourrez rencontrer les gens avec qui vous travaillez déjà en personne. C'est toujours assez. La pandémie nous a bien montré qu'on est des animaux sociaux. Hein. Mmh, On c'est aime bien vrai. quand même parler à un humain, surtout quand c'est difficile d'atteindre des marques. Je rementionne encore les mêmes, mais Airbnb, Booking, on peut avoir l'impression que c'est un peu loin, c'est un peu nébuleux. On n'a jamais un humain à taper dans le dos, quoi, pour pour ces Ouais, c'est marques-là. vrai, c'est vrai. Donc enfin, les avoir sous le coude et pouvoir leur dire des choses qu'on a envie de partager, c'est quand même assez précieux. Et découvrir aussi du coup des nouvelles marques, des nouvelles solutions, notamment innovantes, qui vont faire la différence aussi sur nos activités en 2023. Bon, ok, super. J'y serai en tout cas, moi. Donc, Ouais. je serais ravi d'y être et de découvrir un peu tous ces acteurs de la location courte durée, tu vois. Parce que moi, j'ai fait le choix de déléguer un peu tout. Et donc, du coup, c'est vrai que je m'en suis un peu éloigné, alors qu'au début, j'étais à fond, mais bon, ça m'empêchait de dormir. Donc, il a fallu que, il a fallu que je délègue. Mais du coup, ça me permettra de me remettre un peu le pied à l'étrier là-dedans et d'être un petit peu plus au cœur du réacteur. Très chouette. Où c'est qu'on peut s'inscrire, du coup, sur un site, peut-être? Oui, on peut s'inscrire sur le site rdvlocationsaisonnière.com, rdvlocationsaisonnière.com. Il y a toutes les options de billetterie, le programme détaillé aussi si on veut regarder un peu les conférences, les sujets, les intervenants, les exposants. Tout est là, donc voilà. Et d'ailleurs, pour vous inscrire à l'événement, vous pouvez utiliser le code MONEYTREE, donc tout attaché, MONEYTREE, pour ceux qui écoutent le podcast sans savoir comment il s'appelle, mais bon, j'en doute quand même. Voilà, et vous bénéficierez de 10% de remise sur votre inscription. Inscrivez-vous assez rapidement, parce que on l'a dit tout à l'heure, les Français sont très last minute, et on le sait, pour les événements, c'est pareil, parce que les séminaires que j'organise sur Toulouse, c'est toujours la même chose. Les gens s'inscrivent les 15 derniers jours alors que toi, tu lances le truc 3 mois avant. Ça sert strictement à rien. Voilà. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire ma promo. Le prochain, c'est le 24 juin à Toulouse, le séminaire S'enrichir grâce à l'immobilier. Voilà, donc inscrivez-vous à l'événement d'Élise. C'est le 3 juin au Doc de Paris. Ça sera super. Moi, j'y serai, comme je le disais, évidemment en tant que visiteur, puisque j'ai envie de m'imprégner un peu de tout ça, mais j'y serai aussi en tant qu'exposant avec l'équipe d'Artae Immobilier pour qu'on puisse aussi discuter. Si vous voulez me rencontrer, ce sera l'occasion là-bas sur place pour qu'on puisse discuter éventuellement d'investissements clés en main en région toulousaine ou en région lyonnaise aussi, et même dans le sud-ouest de manière un peu plus large, pour vous dégoter de jolis biens, s'occuper des travaux, de l'ameublement et de la déco pour les mettre en location courte durée, évidemment, puisque c'est le sujet du jour. Voilà. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Élise, en tout cas, pour cet échange autour du revenu management. On se donne rendez-vous à l'événement le 3 juin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de quitter nos auditeurs? Bah non, écoute, merci beaucoup pour l'invitation, Julien. C'était très chouette de pouvoir partager ensemble. J'espère que toutes ces billes pourront permettre à chacun d'augmenter son chiffre d'affaires en courte durée. Et au plaisir de se voir le 3 juin. Avec grand plaisir et bonne préparation. C'est un peu le rush hein, ces dernières semaines avant l'événement. Surtout que c'est quelque chose d'assez grand que tu fais. Donc, ça va être très, très chouette. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Merci encore à tout le monde aussi d'être présent de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque mercredi avec un invité, chaque dimanche sur une capsule spécifique. On retrouvera peut-être Élise aussi dans des épisodes plus tard, plus techniques autour du revenu management. Là, c'est vrai qu'on a balayé aussi voilà, quelque chose de manière assez macro. On pourra rentrer peut-être un peu plus dans le détail et délivrer encore plus de valeur, même si aujourd'hui on en a délivré encore pas mal. Et tout ça gratuitement, c'est la force du podcast justement de MoneyTree. Donc merci à toi encore Élise pour ta participation et à très très vite. Ciao ciao. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif.
Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.